Télétravail, chômage partiel, visioconférence et masque en entreprise, le monde du travail change directement sous nos yeux, suspendus au sursaut de la crise sanitaire et économique. Après le choc des confinements, faut-il réinventer le travail? Faut-il changer de modèle? À quand la sortie de crise et un retour à la vie normale? Je m'appelle Frédéric Vuillot, je suis journaliste et je pose la question à des experts de tous horizons dans cette 3e saison du podcast de l'Unédic, Point de suspension. Aujourd'hui, on parle des jeunes diplômés, les diplômés du Covid, dont la formation a été très impactée par la crise sanitaire et qui arrivent sur un marché du travail qui semble totalement bouché avec la crise économique. Pour en discuter, je reçois le président du syndicat étudiant Lafarge. Bonjour Paul Maillot. Bonjour. Les médias nous disent que les étudiants sont en détresse du fait de la crise sanitaire et de ses conséquences sur leur vie quotidienne. Quelles difficultés rencontrent les jeunes diplômés pour s'insérer sur le marché du travail aujourd'hui? La crise sanitaire a lourdement impacté les jeunes sur différents aspects de la vie courante, de la situation sociale, par rapport aux revenus ou au logement par exemple. Les questions de dégradation de la santé au sens large également constituent des freins à l'insertion professionnelle, puisque rechercher un emploi lorsque l'on se retrouve en situation de détresse psychologique ou qu'on a perdu foi en l'avenir peut être difficile, et si l'on ne peut pas être mobile par manque de moyens financiers pour s'insérer également par exemple. Un autre frein observé l'année passée et sur lequel on reste assez vigilant par rapport aux stages notamment, qui conditionnent souvent l'obtention des diplômes qui peuvent être retardés du fait de la crise sanitaire, qui crée aussi une rupture d'égalité entre les arrivants sur le marché du travail, qui arrivent à des dates assez distinctes, et quand on voit effectivement le blocage qu'il peut y avoir sur certains corps de métier, ça peut être parfois compliqué. On peut retrouver enfin une appréhension de la part des employeurs quant à la qualité ou la validité du diplôme, du fait des conditions d'études qui furent certainement différentes de ce qu'on peut avoir traditionnellement au niveau de l'enseignement supérieur, mais qui ne veut pas forcément dire inéquivalent non plus. Alors, au-delà de l'entrée sur le marché de l'emploi, on parle beaucoup de l'impact psychologique de la crise sur les étudiants. Quelles conséquences sont à craindre selon vous du fait des effets psychologiques de cette crise? On a, en lumière une problématique au final préexistante à la crise sanitaire, puisque le suicide notamment était déjà la 2e cause de mortalité chez les jeunes, mais surtout et malheureusement son renforcement au niveau de la dégradation de la santé mentale, comme le dépeignent toutes les études quasiment portées sur les jeunes et les questions de santé mentale. Les symptômes dépressifs peuvent avoir des conséquences physiologiques, donc physiques, et sont souvent associés à l'apparition et au développement de certains troubles. Et comme dit précédemment, ça va avoir un impact sur la recherche d'emploi, sur l'insertion professionnelle et sociale, mais sur la vie courante tout simplement également. Est-ce qu'on se projette déjà sur des conséquences à long terme, dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce qu'on imagine à quoi va ressembler la société avec cette population de jeunes qui aura pris 10 ans de plus? C'est déjà difficile de se projeter sur du très court terme vu l'évolution épidémique. C'est d'autant plus difficile de se projeter sur du plus long terme. Effectivement, c'est des questions, en revanche, je pense qu'il faut qu'on puisse se poser dès aujourd'hui pour prévenir d'éventuelles dérives ou des risques potentiels de tout ce dont on vient de citer. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres impacts que vous ressentez d'ores et déjà dans les effets de cette crise sur la population des étudiants d'aujourd'hui? Oui, ça va être au niveau académique, la question des employeurs, comme je l'ai cité précédemment, sur l'appréhension qu'ils peuvent avoir des diplômes est parfois partagée par les étudiantes et les étudiants, mais ce qu'on peut retrouver de manière beaucoup plus généralisée, et ça c'est un problème qu'on pointe du doigt vraiment depuis le début de la crise sanitaire, c'est la question de la précarité étudiante, qui va impacter tous les aspects au final de la vie. En fait, tout se corrèle un petit peu. Quand on a une dégradation de la santé, ça va forcément impacter la question des études ou de la condition sociale. Si on a une dégradation de la condition sociale, pareil pour la santé et les études. Et si on a une dégradation au niveau académique, ça a aussi un impact sur le reste. Au niveau de la précarité étudiante, ça a vraiment été très marquant. Ça, c'est des choses qu'on a pu voir avec la crise sanitaire qui a lourdement impacté les secteurs du tourisme, des secteurs des commerces, où se retrouvent souvent les jeunes pour financer leurs études et qui ne peuvent désormais plus. Et ces mêmes jeunes qui ne sont pas forcément éligibles aux bourses sur critères sociaux se trouvent dans une situation particulièrement difficile, des situations de précarité nouvelles pour des nouveaux publics, mais aussi un renforcement et une dégradation pour des publics qui se retrouvaient déjà en situation de précarité. Au-delà de l'aspect de santé mentale, il y a aussi cet aspect-là qui est très présent là en ce moment au niveau de la population estudiantine. Et en même temps, on voit que beaucoup de choses sont mises en place pour aider les jeunes. Je pense en particulier à l'aide alimentaire pour les étudiants. Est-ce que vous pensez qu'on peut mettre en place des choses supplémentaires aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Malheureusement, et ça c'est quelque chose qu'on a aussi pu pointer du doigt, ça va être le fait qu'on ait pu avoir une succession de mesures qui soient prises en faveur des étudiantes et des étudiants, mais qui avaient parfois du mal à se mettre en place ou n'étaient pas forcément bien communiquées non plus, donc ce qui augmentait fortement le taux de non-recours. Je pense à la question des tutorats, donc des créations de postes de tuteurs au niveau de l'accompagnement pédagogique, donc 20 000 postes qui ont été créés pour des jeunes qui ne sont pas pourvus à l'heure actuelle. Il y a également le renforcement des aides d'urgence qui, pour le coup, permet à des jeunes d'avoir une aide financière ponctuelle, mais pour ça, il faut encore pouvoir saisir l'administration et être accompagné dans les démarches qui parfois sont lourdes. Et ce qu'il faudrait effectivement, c'est qu'on puisse réellement avancer sur une refonte plus structurelle du système de bourse, qui permettrait effectivement de lutter contre le taux de non-recours, mais d'offrir un filet de sécurité minimum pour les jeunes qui sont le plus dans le besoin. Alors, dans une tribune récente que vous avez signée dans le journal Le Monde, vous revendiquez pour chaque jeune le droit de construire son propre avenir. Qu'est-ce qui pourrait aider les jeunes d'aujourd'hui, selon vous, à construire leur propre avenir? Les jeunes sont demandeurs et demandeuses d'un accompagnement qui soit à la fois humain et financier. Aujourd'hui, on se retrouve avec une population des jeunes diplômés qui ne vont pas forcément être formés ou qui ne vont pas forcément être accompagnés sur leur insertion professionnelle, que ce soit sur un point de vue financier comme un point de vue humain. On a des dispositifs, des politiques de jeunesse, de grandes choses qui sont faites sur certains publics. Les NEETs, par exemple, on peut avoir un accompagnement des missions locales, mais par exemple, pour la question des jeunes diplômés à Bac+3, Bac+5 ou doctorantes et doctorants, l'accompagnement humain n'est pas forcément toujours adapté. Et financier non plus. Donc ce qu'il faudrait, c'est effectivement avoir un dispositif, peu importe son nom, hein, une garantie jeune universelle, comme on peut nous l'appeler, qui permettent d'avoir un accompagnement humain plus particulier, donc de pouvoir prendre en compte chaque profil de chaque jeune, peu importe sa condition, qu'il soit en études ou non, qu'il soit en recherche ou non, qu'il soit en stage ou non, en formation, etc. Et surtout un accompagnement financier, qui aujourd'hui est quasiment inexistant, puisque, comme on a pu le citer précédemment, rechercher un emploi, au final, ça coûte, ça nécessite des ressources qui aujourd'hui ne sont pas pourvues au niveau de ce public-là. Et construire son avenir, c'est aussi se projeter professionnellement dans l'entrée du monde des adultes, dans l'entrée du monde du travail. Ça vous paraît particulièrement difficile aujourd'hui de concevoir cette projection-là pour les jeunes, pour les étudiants d'aujourd'hui? Ça peut l'être effectivement par manque d'accompagnement, puisqu'on se retrouve un petit peu laissé seul quand on sort de nos études, peu importe le parcours. Et ça peut effectivement être compliqué de se projeter, et d'autant plus quand on sait à quel point le premier emploi conditionne une carrière professionnelle, d'où la nécessité d'avoir un accompagnement, en tout cas un dispositif qui soit à la hauteur des enjeux à l'heure actuelle. Bien, merci beaucoup, Paul Maillot, pour votre témoignage. Bon courage à tous les étudiants. Merci Frédéric. C'était Point de suspension, le podcast de l'UNEDIC qui décrypte les transformations du monde du travail en donnant la parole aux experts.